Bonjour tout le monde, bienvenue et bienvenue à ceux et celles qui se joignent à nous de chez eux par Internet. Donc, d'abord, je vous rappelle, s'il vous plaît, juste d'éteindre vos cellulaires pour qu'il n'y ait pas d'interruption durant la présentation. Et juste pour vous avertir, il y aura aussi une période de questions à la fin, donc n'hésitez pas à lever vos mains à la fin, vous allez voir. Donc, pour conclure ce deuxième jour de MTL Connect dans ce studio de danse, on a une classe de maîtres, donc bienvenue à ces classes de maîtres. Au sujet du numérique comme moteur de résilience. Ce que ça veut dire, on va voir dans quelques minutes. Je vous présente votre intervenante et présentatrice aujourd'hui, qui est analyste en sécurité de l'information et chargée de cours à l'école des médias et au département d'informatique de l'UQAM. Elle est aussi co-auteure du livre On vous voit. Et ses intérêts de recherche portent sur la littératie technologique, la justice sociale et les enjeux sociopolitiques à la collecte de données et de sécurité de l'information. Et bien sûr, plus que ça, mais je laisse la parole donc à notre intervenante aujourd'hui, Anne-Sophie Letellier. Merci. Bonjour tout le monde, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Quand on m'a demandé de parler de résilience, évidemment en lien avec la sécurité de l'information, c'est un sujet qui m'interpelle beaucoup parce que j'ai été introduite au milieu de l'informatique et de la sécurité numérique vraiment sur le tard. Je n'ai pas étudié en informatique, même si j'enseigne maintenant les enjeux éthiques au département d'informatique. Je suis arrivée dans le milieu de la cybersécurité un peu par hasard et vous n'allez pas avoir une classe de maître qui va être technique aujourd'hui parce que de la manière que j'ai approché ça et de la manière un peu que mon expertise s'est construite, c'est vraiment à travers une question qui était toute simple. Donc, moi, je me suis introduite au milieu de la cybersécurité à travers mon domaine de recherche. J'étudiais des communautés qui étaient impliquées dans la sécurité de l'informatique. Donc, à un moment donné, je me suis dit, il faut que je comprenne qu'est-ce qu'ils font pour pouvoir rechercher ça de manière efficace. Et puis, je suis un peu tombée dans le piège et puis finalement, c'est ma carrière maintenant. Et puis, qu'est-ce qui est un peu le moteur de tout ça et qu'est-ce qui est le moteur de ma réflexion? C'est que je suis arrivée un peu comme une outsider. J'ai été autodidacte. Même en ce moment, je ne programme rien. J'ai une compréhension assez adéquate au niveau technique, mais je ne me dirais pas comme quelqu'un de technique. Mon expertise, c'est vraiment les utilisateurs et les utilisatrices. C'est vraiment la personne à la fin de l'ordinateur qui a souvent très peu de connaissances techniques et peut-être un peu moins d'intérêt en sécurité de l'information qui, moi, me tient à cœur. Et puis, un peu la question qui a drivé mon engagement social, mais maintenant aussi mon engagement professionnel, c'est pourquoi on est si poche en sécurité de l'information? Pourquoi c'est si difficile réussir à ce que les gens se sentent mobilisés, aient envie d'inculquer des bonnes pratiques qui souvent sont soit assez complexes et qui vont les désintéresser. Donc, comment on fait pour les mobiliser autour des meilleures pratiques sur le long terme? Parce que vous le savez sûrement mieux que moi dans le domaine de la sécurité de l'information, évidemment, ce n'est pas un produit, c'est un processus. Il y a des choses qu'une compagnie peut faire au niveau technique, mettre des firewalls, instaurer des méthodes de développement qui sont sécuritaires, mais la plupart des incidents numériques nous l'apprennent aujourd'hui, 82%, je pense que c'était les derniers chiffres de Verizon, des attaques informatiques ont une composante humaine. Donc, il faut s'intéresser aux usagers. Et puis, c'est important de trouver des manières pour les mobiliser autour de la pratique de sécurité numérique. Donc, c'est ça. C'est vraiment ça le moteur de mon travail. Et puis, comment ça s'est soldé? C'est que, évidemment, là, je travaille pour une plus grande entreprise. Donc, c'est plus au niveau structurant. Mais pendant les 5-6 dernières années, le 3/4, même la majorité en fait du travail que j'ai fait, c'était auprès de groupes d'individus, des organisations qui souvent n'avaient pas une équipe technique en soi,
n'avaient peut-être pas une équipe en sécurité informatique, peut-être pas une équipe technique en soi. Donc, souvent, c'était peut-être une personne qui allait s'organiser pour essayer de mettre en œuvre des meilleures pratiques et dire « Hey, gars, je pense que c'est une bonne idée qu'on mette un gestionnaire de mots de passe. » Donc, c'est un petit détour que j'ai pris et j'ai perdu le fil de ma pensée, mais tout va bien aller. Donc, c'est vraiment ça, en fait, que j'ai énormément appris. Évidemment, il y a beaucoup de compagnies, je ne sais pas si vous en faites partie, mais qui ont des ressources pour avoir potentiellement une équipe en sécurité de l'information et potentiellement quelqu'un qui s'occupe de la sensibilisation des employés. Mais à l'autre extrême, bien, il y a soit des nouvelles compagnies qui n'ont pas encore le budget de le faire, qui n'ont peut-être pas l'expertise à l'interne, et ce n'est pas parce qu'on n'a pas les ressources qu'on n'a pas besoin de sécurité de l'information. Et puis, c'est là un peu que moi, j'ai développé mon expertise. Donc, c'est quoi les bonnes pratiques qu'on peut implanter facilement dans des plus petites organisations et comment on peut voir ça comme un moteur de résilience, comment ce n'est pas juste des bâtons dans les roues qu'on met aux usagers. Donc, c'est un casse-tête, je ne l'ai pas encore réglé au complet, mais une des choses, donc voilà, une des choses en fait que je voulais apporter dans le cadre de cette rencontre, et puis évidemment, on pourra parler un peu plus, on pourra échanger pendant la période de questions. Je voulais un peu aborder, évidemment, on va parler des bonnes pratiques, mais je voulais parler des leçons un peu que j'ai apprises à travers ces années-là à dealer avec peut-être des moyens réduits et qu'est-ce qu'on peut apprendre sur les usagers en sécurité de l'information. Et puis, il y a peut-être des affaires là-dedans qui vont paraître évidentes, mais des fois, ça vaut la peine quand même de s'en rappeler. La première chose, et puis je l'ai abordée très rapidement, c'est que tout le monde a besoin d'avoir des bonnes pratiques en sécurité de l'information. Il faut juste, donc, que ce soit une grande firme, une banque, ou ma mère. Ma mère, elle a des besoins en sécurité de l'information. Elle a des photos de famille sur son ordinateur, elle a des courriels, elle veut magasiner en ligne. Elle a besoin de connaître des bonnes pratiques. J'ai travaillé beaucoup avec des défenseurs de droits humains. J'ai travaillé avec des journalistes. J'ai travaillé avec des femmes qui sont victimes de violences conjugales et tout le monde a besoin d'un certain niveau et ces besoins-là vont être différents d'une personne à l'autre. Et c'est pour ça que c'est important, si on veut implanter des bonnes pratiques, que ce soit dans notre organisation ou dans notre famille, c'est de trouver la manière de bien accrocher les gens, de trouver c'est quoi qui va les faire accrocher et qui vont se sentir interpellés par un besoin de mettre en place des bonnes pratiques. Quelque chose que je me suis rendu compte, c'est que souvent, on va parler de la sécurité de l'information purement comme si on devait garder des secrets. Hein, la sécurité de l'information, si on va chiffrer des choses, on va garder de l'information confidentielle. Évidemment, c'est tout à fait vrai, mais quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est une triade, hein, la sécurité de l'information. On veut s'assurer que l'information, oui, demeure confidentielle, que seulement les personnes autorisées puissent y avoir accès, mais également qu'elle reste disponible. Donc, si vous devez travailler sur un document, vous devez avoir accès à votre cloud. Si ma mère veut m'envoyer des photos qu'elle a prises pendant ses vacances, il faut qu'elle ait accès à l'album photo dans le numérique. Donc, la disponibilité des systèmes est extrêmement importante. Et puis, finalement, leur intégrité. Donc, s'assurer justement que personne ne puisse jouer avec les données sans votre consentement. Et puis, j'ai remarqué que déjà présenter ces trois dimensions-là de la sécurité numérique, non pas juste en termes de conserver de l'information, parce que là, souvent, on se heurte au fameux « je n'ai rien à cacher », et puis, c'est très difficile de désamorcer ça. Mais si on dit « ça permet de garder des systèmes de l'information que vous avez besoin d'avoir disponibles, là, on dirait que ça vient ouvrir un peu tous les gains qu'on peut avoir en sécurité numérique.
Et c'est là aussi qu'on peut parler de résilience. Donc, c'est dire, moi, l'exemple que je donne le plus souvent, et ça va me permettre de faire le lien avec mon deuxième apprentissage, c'est que mettre des bonnes pratiques en sécurité numérique, que ce soit dans le fait de faire des backups, donc avoir une copie sur un nuage, avoir une copie sur un disque dur externe, etc. Ben oui, ça peut vous protéger si vous faites face à une attaque ransomware, mais ça peut aussi vous protéger si vous échappez votre café sur votre ordinateur. Et ça, pour une personne normale moyenne, c'est un risque qui est beaucoup plus tangible, qui est beaucoup plus probable. Et puis, ben, ça mène un peu à mon deuxième apprentissage quand on parle de sécurité numérique. Et puis, je vais faire le premier mea culpa du monde. Une chose que j'ai appris, c'est qu'il faut arrêter de parler de la sécurité numérique en termes sensationnels et en termes des espèces d'affaires catastrophiques qui peuvent se passer. Je vais expliquer la situation. Ce n'est pas pour dire que ces choses catastrophiques-là ne peuvent pas se passer, mais je vais prendre une petite gorgée d'eau. Mais la peur est quelque chose qui paralyse, la peur est quelque chose qui démobilise. Un truc que je peux me rappeler, justement, c'est que ça m'est arrivé quand je donnais des formations au début à des journalistes. Bien là, tout d'un coup, on parlait de Pegasus et on disait comment des acteurs étatiques pouvaient rentrer sur votre téléphone, avoir accès à tout. Quand les révélations de Snowden sont sorties également, là, c'était vraiment la NSA qui peut intercepter pas mal tout ce que vous faites. Et c'est vrai qu'il y a ces capacités techniques-là, mais est-ce qu'on peut vraiment blâmer la personne qui ne se sent pas concernée par les agences de renseignement? Et puis, ben, qu'est-ce que ça fait dans la tête de l'utilisateur et ce que j'ai observé à travers les années? C'est que, au mieux, ça fait un désengagement à peu près total par rapport à la sécurité de l'information. On va dire « et j'ai vraiment trop peur », on commence à fouiller et là, on tombe dans un rabbit hole et on voit toutes les vulnérabilités qui existent. On ne sait plus par où commencer et on a l'impression que de toute façon, peu importe par où on essaie d'attraper le problème, il va y avoir une autre vulnérabilité qui va arriver par la suite. Au pire, qu'est-ce qui va arriver? C'est que ça va développer un modèle de la sécurité qui peut être extrêmement nocif. En anglais, on appelle ça le « security by obscurity ». Ça veut dire que les gens vont commencer à adopter des bonnes pratiques en sécurité de l'information uniquement quand ils vont constater ou quand ils vont considérer qu'ils font une activité particulièrement à risque. Ça voudrait dire, par exemple, que, par exemple, un journaliste dit « Ah, moi, je n'ai pas besoin d'avoir des bons mots de passe, à moins que je doive couvrir un sujet sur une agence de renseignement. » Alors que ce n'est pas le cas. Le risque d'échapper son café, le risque d'être hacké par quelqu'un d'un peu random, le fait d'être la cible d'un cybercriminel continue à exister. Alors, qu'est-ce qu'on essaie d'aller en étant dans peut-être des exemples plus plates et moins sensationnels, c'est d'aller dans ce qu'on appelle le security by opportunity. Donc, c'est rendre un peu cette vision-là de la sécurité de l'informatique, bon, certes, un petit peu moins sexy, un petit peu moins digne d'un film d'espion, mais beaucoup plus réaliste et avec une description du risque qui va potentiellement résonner beaucoup plus avec les personnes dont on essaie de changer le comportement. Et puis, ben, ça risque d'être un moteur de changement beaucoup plus pertinent, beaucoup plus puissant que la peur. Donc, on leur donne des moteurs d'action en leur donnant un peu des risques ben, qui sont réels et qui correspondent à leur réalité. Et puis, ben, puis là, je veux pas... 2 petites secondes. Et puis, ben, c'est ça, qu'est-ce qui se passe justement quand on permet d'adopter un modèle de la sécurité de l'information
qui est basé sur des opportunités et non sur une attente du risque extrême, ben c'est que là, quand il y a une crise, quand il y a l'élément extrême qui arrive, ben les personnes vont déjà avoir mis en place quelques bonnes pratiques qui vont permettre de mitiger l'impact d'une crise. Parce qu'on va se le dire, l'important dans la sécurité de l'information, oui, évidemment, il y a un élément de réponse de crise, mais c'est surtout de la prévention quand on parle des utilisateurs. Donc, une autre chose que j'ai apprise, c'est que, heureusement pour tout le monde qui est dans une entreprise ou qui est intéressé à implanter des meilleures pratiques en sécurité de l'information dans son entreprise, c'est que la majorité des bonnes pratiques que vous pouvez potentiellement demander à vos utilisateurs ou que n'importe qui au sein d'une organisation peut faire à partir de son ordinateur pour améliorer la posture, soit de l'organisation ou peu importe, c'est aussi quelque chose qui va fondamentalement les aider dans leur vie personnelle. Donc, partir des endroits où il y a un gain personnel à la même place qu'un gain pour l'organisation, souvent, c'est des bonnes pratiques qui sont beaucoup plus faciles à enclencher. Et puis là, on commence à développer de la curiosité, on commence à développer justement une manière de penser la sécurité en tant qu'un processus, en tant que culture, plus qu'en tant que chose qu'il faut faire quand il y a une situation d'urgence. Je donne quelques exemples. Moi, quelque chose que j'ai souvent ma porte d'entrée parce que une des choses qui est absolument importante quand on parle de sécurité pour les utilisateurs et qui est pas mal universelle, c'est la gestion des accès, c'est la qualité des mots de passe. Ça, évidemment, pour toute entreprise, pour toute organisation, c'est quelque chose qui est important à mettre de l'avant pour les employés. Mais on s'entend que c'est vraiment pas super le fun de demander à ses employés d'avoir tous des mots de passe différents, de mettre des seconds facteurs d'authentification et que ça devient vraiment quelque chose qui peut être embêtant. Quelque chose, c'est un truc, bien évidemment, c'est pas un truc pour l'adopter, mais c'est de l'apporter peut-être avec l'impact que ça peut avoir, le risque par rapport aux médias sociaux ou peu importe. Je sais que, bon, moi, travaillant avec beaucoup de personnes qui doivent avoir une présence sur les médias sociaux, bien, c'est sûr que l'hygiène de mots de passe, bien, la chose facile à attraper, bien, c'est en parlant des réseaux sociaux, en disant « Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'est fait hacker son compte de médias sociaux, donc il y a un malfaiteur qui est juste rentré et puis qui a commencé à envoyer des messages à tous ses contacts. » Et puis là, tout le monde connaît facilement une personne à qui c'est arrivé. Et puis là, bien, de dire « OK, bien, après ça, une meilleure gestion des mots de passe avec potentiellement un gestionnaire de mots de passe, mais sinon avec un double facteur d'authentification. » C'est une manière qui permet la plupart du temps de pouvoir arrêter ces malfaiteurs-là. Et puis là, ben, c'est là qu'on a peut-être une ouverture encore plus parce que c'est associé à un cas qui est extrêmement concret. Et puis là, une fois que l'habitude est prise, ben, c'est beaucoup plus facile de transposer ça dans d'autres pratiques. Donc, à part les mots de passe, ben c'est certain que, bon, je sais pas, je sais jamais c'est qui exactement les personnes qui sont dans la salle, mais je me suis dit qu'à ce moment-là, justement, j'essaie de parler de comment rendre les gens un peu plus intéressés à la sécurité de l'information, mais peut-être que ça peut être une bonne idée de parler un peu des différentes bonnes pratiques qu'on peut demander aux utilisateurs et qui sont, je vais mettre entre guillemets, assez faciles à implanter, que ce soit dans la vie personnelle ou dans l'organisation. Et puis là, bien évidemment, on parle de la gestion des mots de passe et des doubles facteurs d'authentification. Une chose que je trouve absolument intéressante avec les gestionnaires de mots de passe actuellement, c'est que c'est très si une organisation a le budget ou la capacité financière de faire affaire avec un gestionnaire de mots de passe, il y a possibilité également de linker ça et puis de donner un accès aux employés pour avoir une voûte personnelle. Donc, encore une fois, on essaie d'attirer les gens à la bonne pratique à travers, en les amenant avec la gratification personnelle. Ensuite,
bon, il y a toute la sensibilisation par rapport à l'hameçonnage, au phishing. Donc ça, c'est certain que c'est quelque chose qui demande un peu plus d'enseignement. Donc, c'est faire des séances de sensibilisation parce que le 3/4 du temps, c'est là qu'il y a des maliciels qui vont être téléchargés sur les serveurs d'une compagnie, d'une entreprise, que ce soit une petite compagnie ou une grande. L'ingénierie sociale est quelque chose d'absolument important. Et un des moteurs de cette ingénierie sociale-là, c'est les données que les utilisateurs vont laisser un peu partout sur Internet, les données qu'on va publier sur les médias sociaux, ce qu'on va appeler le open source. Donc, c'est sûr qu'après ça, faire un peu de sensibilisation sur dire à quel point certaines données personnelles peuvent être trouvées sur Internet ou non, ça peut permettre d'enclencher quelque chose et de dire, passer un peu de temps et fermer ces réseaux sociaux, aller jouer dans les politiques de confidentialité, ça peut être quelque chose d'extrêmement pertinent à faire. Bon, et puis là, on pourra parler d'autres choses éventuellement, mais on pourra parler d'autres bonnes pratiques si c'est pertinent par la suite, mais là, je vois que mon temps s'écoule quand même. Et une autre chose que j'ai appris, et je voulais peut-être un peu fermer sur des anecdotes, c'est vraiment de ne pas assumer nécessairement les besoins, les compétences, les besoins et les compétences des personnes qu'on essaie d'aider, les personnes à qui on veut potentiellement inculquer des bonnes pratiques en sécurité de l'information. Souvent, aller les voir, ça dépend à quel point on est dans une grosse ou une petite entreprise ou qui est-ce qu'on décide d'aider. Ça peut être pertinent si on fait de la consultation, d'aller parler avec les gens, savoir ça ressemble à quoi leurs opérations quotidiennes, parce que c'est une erreur que d'assumer que les bonnes pratiques vont être uniformes pour tout le monde. Il y a certaines personnes, certaines entreprises, certaines organisations qui vont être plus à risque parce qu'elles ont beaucoup d'argent ou parce qu'elles gèrent des grosses sommes. Il y en a d'autres qui vont être plus à risque parce que peut-être il y a des personnes qui sont engagées socialement et qui sont peut-être plus aptes à se faire harceler en ligne. Donc, vraiment, tout ça peut dépendre de tous les contextes et différentes informations peuvent également avoir une sensibilité importante ou non, tout dépendant du contexte. Et puis, je voulais exemplifier un peu cela avec un exemple, moi, qui a sincèrement marqué ma carrière professionnelle. C'était, justement, je vous ai parlé un peu de la gestion de l'accès. Et puis, quand je débutais un peu à faire du travail en sécurité de l'information, en consultation, auprès des maisons pour femmes, donc des femmes qui vivaient de la violence conjugale et que là, on voulait regarder justement s'il y avait des intrusions informatiques, s'il y avait du hacking et tout ça. À un moment donné, on s'est rendu compte qu'il y avait très clairement un adversaire qui avait accès à des données d'une femme. Et moi, mon premier réflexe, en tant que personne qui travaillait dans le domaine de la sécurité, ça a été de dire, OK, clairement, cette personne-là a accès à ton compte. On change le mot de passe, on met un double facteur d'authentification. Ce qui est vraiment la chose un peu par défaut que n'importe quelle personne qui travaille ou qui est un peu sensible à la sécurité de l'information aurait dit. Or, l'intervenante qui était avec moi, qui avait un domaine de spécialité tout autre, a dit « Attention, c'est peut-être pas la bonne idée, parce que dans les dynamiques de violence conjugale, souvent, il va y avoir une escalation de la violence lorsqu'il y a une perte de contrôle. » Et puis, c'est là qu'on s'est rendu compte que dans ce cas spécifique-là, la solution n'était peut-être pas de changer le mot de passe et de mettre un second facteur d'authentification, c'était de créer un autre canal de communication qui, lui, allait être sécurisé, qui, lui, allait avoir un mot de passe unique et qui, lui, allait avoir un second facteur d'authentification. Mais ça, si je n'avais pas parlé avec les gens, si je n'avais pas été consciente des dynamiques qui sont intrinsèques
à ce contexte spécifique-là, bon, ça aurait pu avoir des impacts un peu plus grands, mais surtout, ça n'aurait pas été un bon conseil en sécurité de l'information. Et je l'utilise après ça, on peut voir ça, c'est un exemple extrême, et puis après ça, il y a des déclinaisons de ça, mais c'est toujours la même chose. Et c'est pour ça que quand on parle de résilience, quand on parle de sécurité de l'information et qu'on veut faire adopter des bonnes pratiques, souvent, je me dis qu'il faut se dire un peu que le mieux, souvent, est l'ennemi du bien. On essaye d'aller à la meilleure solution tout de suite, mais souvent, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est dire où est-ce que la personne est, c'est quoi sa situation, c'est quoi le mode de travail, le mode opératoire avec lequel on deal. Et après ça, qu'est-ce que nous, on peut faire réalistement pour améliorer cette posture-là? Peut-être pas la rendre optimale tout de suite, mais c'est où ce que la personne est, c'est où ce que l'organisation est, et c'est où ce que réalistement, on peut les amener. Un exemple beaucoup moins sensationnel, parce que je vais faire un peu ce que je dis, je vais arrêter d'aller dans des exemples un peu extrêmes. À un moment donné, j'ai demandé à ma mère j'ai dit, il faudrait avoir une meilleure hygiène de mots de passe, maman, c'est une bonne idée. Et puis, là, j'ai montré comment se servir d'un gestionnaire de mots de passe. Et puis là, j'ai dit, voici, on va changer des mots de passe. J'étais encore très novice dans le milieu. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est en dedans d'une journée, elle s'était lock-out de tous ses comptes parce qu'elle ne maîtrisait pas l'outil encore. Et donc, on se rend compte qu'on a une super bonne confidentialité, mais la disponibilité était vraiment moyenne. Donc, c'est encore une fois un exemple où on a tenté d'aller trop vite aux bonnes pratiques exemplaires, mais sans tenir compte du fait que peut-être que ma mère ne se sert pas d'un ordinateur aussi aisément que tout le monde, et puis tenir compte un peu du niveau de littératie des gens dans leur accompagnement vers les meilleures pratiques, c'est la meilleure façon de ne pas se mettre dans une pire situation qu'on l'était initialement, mais aussi pour faire des avancées qui sont constantes, des fois qui sont un peu plus lentes qu'on le voudrait, mais au moins qui vont être durables. Parce qu'après 2-3 ans, ma mère maintenant est capable de changer ses mots de passe avec son gestionnaire. Elle met des seconds facteurs d'authentification partout, et puis ça fonctionne très, très bien. Donc, c'est vraiment des fois « slow and steady wins the race », et je pense que ça, c'est valable quand on parle de sécurité de l'information, et surtout dans la culture du changement, quand on essaye d'amener des gens à avoir des meilleures pratiques. C'est quelque chose qui peut être difficile, mais qui, à long terme, nous permet d'éviter beaucoup d'attaques, nous permet d'avoir une plus grande résilience, de pouvoir se relever plus vite. Mais aussi, qu'est-ce que j'ai appris en travaillant justement dans le milieu de la violence conjugale, mais également avec des défenseurs de droits humains, c'est que ça ne permet pas juste... Avoir des bonnes pratiques ne permet pas juste de conduire des opérations à un niveau plus opérationnel, à un niveau plus efficace. La sécurité de l'information, c'est intrinsèquement lié et doit être balancé avec un certain bien-être psychosocial et un bien-être physique, tout dépendant du niveau de menace que vous avez. Mais souvent, avoir ces bonnes pratiques nous permet d'être un peu plus en paix et de ne pas voir des menaces partout et de dire « OK, ça, c'est le périmètre que je suis en charge de protéger. Je l'ai bien identifié. Je maîtrise qu'est-ce que je fais là-dessus. Et puis, à partir de là, ça nous enlève une petite charge et c'est des bonnes habitudes qui nous mènent bien loin. Donc, voilà. Merci énormément et bravo. On a le temps pour quelques petites questions. Est-ce qu'on a des questions pour partir le Q&A? Bon, d'abord, je voulais vous demander, Anne-Sophie, parce que là, vous menez des points quand même intéressants au niveau, juste au niveau du contexte. Là, vous parlez de contexte, de situation. C'est pas forcément les mêmes conseils pour tout le monde, tout le temps. Donc, je trouve ça super intéressant. Est-ce qu'on a des grosses différences au niveau de la cybersécurité entre les individuels et les entreprises? Parce que là, on a les deux côtés. Oui, absolument. Je pense que ça va peut-être... entre l'individuel et les entreprises, je pense qu'il va y avoir une priorisation des mesures qu'on peut demander aux individus qui va être différente.
Par exemple, quand je travaille avec une petite organisation qui a peut-être moins de moyens pour mettre du firewall et plein d'outils et qui ne peut pas faire de monitoring, justement, qui ne peut pas regarder tout ce qui se passe, ben là, souvent, je vais dire comme, hey guys, peut-être que ça va valoir la peine de mettre un peu plus d'efforts sur la prévention du phishing. Donc, essayer de savoir un peu plus facilement ça a l'air de quoi. Essayer d'avoir des canaux de communication plus sécurisés par défaut. Donc, les priorisations, oui, vont changer, tout dépendant. Et puis, ben, aussi, il faut dire qu'en entreprise, ben, souvent, il y a un élément de conformité aussi qui va rentrer en ligne de compte. Donc, c'est sûr que là, on ne parle pas juste de qu'est-ce qui est bien, mais aussi de qu'est-ce qui est requis. Oui. Mais quelque chose que vous avez dit qui m'a vraiment ressorti, c'était l'idée que tout le monde, d'abord, doit être on board, si tu veux, avec le concept de cybersécurité, qu'on ne doit pas le traiter comme si c'est juste prévention de catastrophe, mais comme l'intégrer en tant qui va faire partie de la culture, en fait. Oui, absolument. Puis ça, je pense que c'est le plus grand défi qu'on a actuellement dans le milieu de la cybersécurité. Parce que c'est vraiment comme... C'est pas des choses qui sont outrageusement le fun à faire. Comme, Même moi, j'en ai dans des anciens jobs, j'ai passé des tests de cybersécurité. On se dit, j'ai pas le temps pour ça, j'ai pas le temps pour ça, c'est des heures. Exactement. Mais finalement, on s'entend que c'est essentiel au fonctionnement de l'organisation. C'est essentiel au fonctionnement de l'organisation. Et puis, ben, ça, on s'en rend compte malheureusement la plupart du temps quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Ouais. Donc, c'est pour ça que l'apporter peut-être en tant que bienfait personnel, des fois, ça peut être une manière d'amener les gens un peu plus facilement à bord de ça, mais tu sais, puis il n'y a pas une manière qui est formidable et qui va marcher à tout coup, mais souvent, moi, j'essaie d'un peu comme on entraîne les gens avec le easy win. Tu sais, la chose qui va tu sais, je leur demande d'installer une extension qui va faire une différence. Puis là, je vais faire « Ah, vous aimez ça? OK, essayez ça maintenant. » Et puis là, il y a un peu ce goût-là qui se développe progressivement. C'est pas dans tous les milieux qu'on a un peu le luxe d'avoir ce temps pour développer cette curiosité-là, mais c'est certain que tout dépendant des priorités, tout dépendant des risques des organisations et tout ça, essayer de trouver le easy win. Et je dirais aussi, comme à l'autre extrême, toujours tenir compte du contexte. La sécurité de l'information, souvent, c'est arrivé que j'ai vu des personnes qui ont recommandé quasiment de mettre des profils de réseaux sociaux complètement privés, mais pour des personnes qui avaient une job publique. Puis là, tu dis, c'est pas un vrai conseil, c'est pas un conseil qui est applicable. Et puis, je pense que la manière dont on formule nos conseils est absolument nécessaire. Il y a quelque chose qu'on appelle les faux conseils, les faux bons conseils. C'est des trucs qui sont pas nécessairement applicables ou comme qui font pas nécessairement de sens pour l'usager. Et quelque chose que moi, j'ai souvent dit aux gens, mais qui est un vrai faux conseil, c'est « clique pas sur des liens ». Puis là, t'es comme « Comment tu veux que je clique pas sur des liens dans des courriels? C'est ridicule. » Donc, c'est dire, c'est quoi le changement d'attitude qu'on veut que les gens aillent avec les courriels qui semblent suspicieux? C'est ça, au développement de réflexes, disons. Exactement, mais le réflexe, dire aux gens « faut pas que tu cliques sur des liens », ils vont juste rejeter ça parce que c'est pas quelque chose qui est réaliste dans le contexte dans lequel on vit. Pendant un bout, il y avait des gens qui disaient justement essayer de désactiver le Bluetooth parce qu'il peut y avoir une série d'attaques informatiques qui peuvent utiliser une vulnérabilité de ça. Je suis comme maintenant, les gens, ils ont ça dans leurs oreilles. Oui, il y a un risque, mais comment on le formule de manière à ce que ça puisse résonner et que ce ne soit pas quelque chose d'impossible à suivre. Parce que si on continue de donner des conseils qui sont impossibles à suivre, il ne faut pas se surprendre après qu'ils nous écoutent moins. Et surtout que vous avez dit tantôt que ça aussi, ça peut dépendre vraiment du contexte de chaque personne à personne, chaque cas par cas. Mais oui, puis c'est pour ça que c'est important de parler autant que possible. C'est sûr, dans une grande entreprise, c'est pas possible, mais si on ne connaît pas c'est quoi le workflow d'une personne, si on ne connaît pas le contexte d'une organisation, bien là, c'est sûr que c'est plus dur de donner des conseils qui vont résonner et qui vont un peu fonctionner qui vont coller avec la culture de l'entreprise, qui vont coller avec la nature du travail aussi. Oui, tout à fait. Avant que je pose ma prochaine question, est-ce qu'il y en avait dans la foule? On en a une. Guillaume, est-ce qu'on a un micro pour la madame en arrière, s'il vous plaît? Merci. Okay. D'accord. C'est parce que tu as parlé de tes bons conseils, mais tu les as pas toutes dit. Puis là, j'en ai pris 3
Il en manque, je pense. Oui, il en manque, absolument. Donc, dans le fond, puis encore une fois, ça dépend toujours de la priorisation, mais souvent, justement, on va parler de la gestion des accès avec le double facteur d'authentification, ça, je l'ai dit, la prévention du phishing, s'assurer que les gens fassent leur mise à jour de manière extrêmement religieuse. Ça, c'est quelque chose qui est poche parce qu'il faut vraiment que tu mettes tout sur hold pendant 1 heure, mais on met vraiment de l'accent là-dessus. Et puis, après ça, c'est certain que, ça rentre dans la prévention du phishing, mais toujours prendre l'habitude d'analyser les courriels de manière consciencieuse. Je ne dis pas de passer 1 demi-heure pour chaque courriel pour vérifier que c'est pas un phishing, mais vraiment de prendre l'habitude de regarder ces différents signes-là. Évidemment, ce n'est pas tout pour que tout soit correct, mais disons que c'est la base que je pense que peu importe on se situe où, dans quel contexte, dans quelle entreprise, dans quelle famille, dès qu'on utilise un appareil électronique, c'est la base avec laquelle on doit faire, là. Et puis surtout avec la nouvelle génération, si vous voulez, chaque enfant que je vois maintenant a un iPhone dans ses mains, c'est sûr et certain que rendu à 9 ans, tout le monde en a un iPhone, disons. Oui, absolument. Puis je pense que c'est là que parler un peu de la culture, de la sécurité, dans ce contexte-là, ça peut être quelque chose de super important, quelque chose que, on a l'habitude un peu de tout mettre ces publications-là publiques et ouvertes à tout le monde parce que c'est comme ça qu'on gagne des followers. Mais souvent, les gens vont... quelque chose que je donne souvent comme conseil, c'est essayer d'enlever la géolocalisation sur vos photos parce que si vous publiez ça sur votre blog, maintenant, c'est sûr que les plateformes de réseaux sociaux enlèvent les métadonnées par défaut, mais même à ça, souvent, les gens vont un peu perdre cette idée de regarder les éléments d'une photo. Et puis, des fois, si on regarde le fil Instagram ou peu importe d'une personne, même si on n'a pas accès à son adresse, on est capable de la deviner assez facilement, ne serait-ce qu'en délimitant un quartier. Après ça, allant voir n'importe qui est un tant soit peu motivé peut y arriver très facilement. Les stalkers online, il y en a partout. Oui, exactement. Et puis, faut se rendre compte aussi que quand on a un profil de risque un peu plus grand, c'est sûr que là, il faut une partie de notre sécurité en ligne va faire partie de tout ce qu'on peut trouver en ligne, que ce soit des personnes qui veulent harceler, qui veulent doxer ou qui veulent faire une attaque d'hameçonnage un peu plus ciblée parce que vous avez un poste important. C'est sûr qu'ils vont s'inspirer un peu de tout ça pour mener ça à bien. Donc, j'ai une question peut-être un peu technique. Je ne sais Vas-y. pas si vous allez répondre, mais les gestionnaires de mots de passe, est-ce que ça aussi, c'est pas susceptible aux cyberattacks? Oui, il y en a eu récemment des cyberattaques, mais à un moment donné, oui, c'est susceptible, absolument. Je dirais, est-ce que c'est une raison qui est suffisante pour ne pas les utiliser? Je pense que c'est quelque chose auquel on doit prêter attention, mais après ça, comme toute compagnie, je pense que puis là, quitte à me faire lancer un peu de roche, je pense que c'est jamais une question de si on se fait hacker ou pas, c'est si on se fait compromettre et qu'on s'en rend compte ou qu'on s'en rend pas compte la déjà. La détection. Et puis après ça, comment on communique l'incident. Et puis, après ça, moi, ça, c'est 2 critères sur lesquels qui peuvent nous donner un peu plus de confiance ou non par rapport aux pratiques d'une entreprise. Donc, c'est certain que, c'est pas quand il y a quand on sait qu'il y a eu une attaque qui a fonctionné sur un gestionnaire de mots de passe, mais après ça, au-delà de ça, c'est regarder ça leur a pris combien de temps de détecter et c'est quoi les pratiques qui ont été faites par après pour mitiger l'impact. Ouais. Et pour moi, ça parle beaucoup plus. Et puis, je trouve ça quasiment plus... pas plus rassurant, mais il y a un aspect rassurant de savoir comment une entreprise réagit avec des potentielles attaques. Et c'est ça. Et puis, après ça, c'est certain qu'il n'y a rien qui est complètement safe.
Mais vaut mieux utiliser un gestionnaire de mots de passe. Mais après ça, c'est dire, si vous êtes capable de vous rappeler de 100 mots de passe différents sans gestionnaire, be my guest, évitez de vous servir d'un gestionnaire de mots de passe. Moi, ce n'est pas mon cas. Non, mais je comprends. Mais c'est ça. Puis après ça, ben, c'est comment on protège comme il faut ce gestionnaire-là et tout ça. Donc, c'est pas j'ai un gestionnaire et tout d'un coup, tout est parfait. Il faut le protéger adéquatement. Il ne faut pas le mettre sur 40 outils différents. Il faut circonscrire tout ça. Donc, même ça, tout dépendant du contexte dans lequel on est, il y a des précautions également à mettre en garde. Là. Mais merci beaucoup. Peut-être juste pour conclure, vous pouvez nous parler rapidement de votre livre et si c'est disponible pour achat quelque part? Oui, le livre qui est On vous voit, il a été publié en 2018. Donc, c'est un livre qui date, mais il a fait le test du temps. Donc, en l'écrivant, justement, on s'intéressait à... justement aux utilisateurs, utilisatrices normaux moyens, donc essayer de vulgariser les enjeux et les potentielles atteintes à la vie privée, à la sécurité numérique. Encore une fois, pas si vous êtes un espion international ou si vous êtes une personne moyenne qui va magasiner tout ça, c'est où ce que les données peuvent être compromises, qu'est-ce qu'on peut réalistement faire pour se protéger, comment, justement, là, donc on a un chapitre sur les réseaux et puis c'est dire, genre, qu'est-ce qui arrive quand on commence à avoir de plus en plus d'objets connectés, hein? Comment on peut protéger nos objets connectés dans une maison, c'est quoi qui est à prendre en ligne de compte, donc c'est assez basique, mais je pense que c'est une introduction nécessaire. Tout à fait. Mais je sais que votre intérêt aussi, vous avez l'intérêt dans la littératie technologique. Exactement. Donc, dans le fond, votre livre est écrit pour être accessible à tous et à toutes, c'est ça? Exactement. On parle pas aux experts de la cybersécurité, on parle à ceux qui ne le sont pas. Fait que, On vous voit, c'est le nom du livre. Anne-Sophie Letellier et tout le monde, merci beaucoup. Bravo pour cette belle présentation. Merci. Merci beaucoup. Et merci d'être parmi nous aujourd'hui. Ça a conclu notre deuxième journée de MTL Connect. Merci d'être parmi nous. On vous voit demain de retour, demain matin ici à 10h15. Bonne journée.